Donc, Laurence Villeneuve, je suis psychologue à l'équipe SCPD à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Donc, aujourd'hui, on avait le goût, je travaille en fait à l'UGM depuis environ 7 ans et j'ai toujours été auprès de la clientèle âgée. Et on a développé aussi différentes interventions aussi avec les proches aidants. Ça, c'est un nouveau volet là, qu'on a plus investi dans les 2 dernières années. Donc aujourd'hui, c'était une belle occasion de vous partager notre expérience sur comment on a collaboré, inclure les proches aidants dans la collaboration aux soins et services qu'on offre là, au sein de l'équipe SCPD. Donc, je vais juste, pour vous faciliter la compréhension de tous, on partage la diaporama. Je vais juste trouver le petit bouton. Donc, pour tout le monde, ça devrait être bien visible. Donc, aujourd'hui, on va parler évidemment de la clientèle gériatrique, mais pour nous, plus sous l'angle SCPD, comment établir un partenariat, une collaboration, offrir du soutien aux proches aidants. Donc, on rencontre 2 objectifs dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, d'abord, de mieux comprendre les besoins caractéristiques des proches aidants en contexte de SCPD. Je vais juste brièvement vous parler un peu ce que c'est les SCPD, mais on ne va pas tant s'y attarder aujourd'hui parce que notre objectif, c'est vraiment de se concentrer sur les proches aidants et ce qu'on a fait pour les inclure. Donc, exposer aussi le soutien qu'on a mis en place auprès des proches aidants au sein de notre équipe. Donc, vous voyez la belle équipe qu'on a, même on pourrait la mettre à jour là, parce qu'il nous manque certaines personnes. On est une équipe ambulatoire au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. On couvre plusieurs secteurs de Montréal, en fait, là, ou dans différents milieux, que ce soit à domicile, en résidence intermédiaire ou en CHSLD. Et on est composé de différents professionnels, comme par exemple des infirmières, ergothérapeutes, psychoéducatrices, musicothérapeutes. Il y a aussi une gérontopsychiatre là, qui nous soutient dans nos évaluations et interventions auprès de la clientèle. Donc, on a en gros 4 grands mandats au sein de l'équipe. Donc, faire évidemment l'évaluation des SCPD, faire des recommandations d'intervention individualisées pour la personne qui présente des SCPD et assurer aussi un suivi de ces recommandations-là, soit par le coaching d'équipe de soins, par exemple, si la personne qui présente des SCPD est en résidence intermédiaire ou en CHSLD, mais on a aussi un rôle à jouer auprès du proche aidant, notamment dans l'enseignement des stratégies d'intervention à privilégier auprès de leurs proches. Puis, on a aussi un mandat, là, comme aujourd'hui est un bel exemple, de contribuer à la formation continue en lien avec notre domaine. Donc, brièvement, juste pour mettre la table, qu'est-ce que c'est les SCPD? Donc, les SCPD désignent tous les ensembles de symptômes de troubles de la perception, du contenu de la pensée, de l'humeur et du comportement fréquemment observés chez les personnes qui présentent un trouble neurocognitif. Donc, ça, c'est la définition que nous donne l'Association internationale de psychogériatrie. En gros, on peut diviser les différents SCPD en 3 grandes catégories. Donc, ceux appartenant davantage aux troubles de l'humeur. Donc, on va regrouper là-dedans tout ce qui est symptômes dépressifs, anxiété, apathie. On a aussi une catégorie sur les symptômes psychotiques où là, vous allez retrouver tout ce qui est idées délirantes, hallucinations, syndrome du miroir et les comportements hyperactifs et frontaux, comme par exemple l'errance ou avoir des comportements moteurs stéréotypés que vous pourriez observer auprès de votre clientèle. Donc, quand on parle de SCPD dans des contextes de troubles neurocognitifs, évidemment que ça touche
beaucoup de personnes au cours de leur maladie, là, pour ceux qui vont recevoir le diagnostic de troubles neurocognitifs, on va dire qu'au cours de l'évolution de leur maladie, jusqu'à 90% d'entre eux vont présenter à un moment ou à un autre des SCPD, soit un ou plusieurs. Il y a une grande variabilité dans les études là, quand on veut vraiment s'attarder à la prévalence des SCPD parce que tout va dépendre des caractéristiques de l'échantillonnage. Par exemple, est-ce que la personne était aussi au début des troubles neurocognitifs ou plus vers un stade avancé ou encore est-ce que la personne qui était évaluée était à domicile ou en CHSLD? Donc, tout ça va avoir si vous vous attardez à quelques études là, sur la prévalence des SCPD, vous allez voir que c'est quand même assez variable. Donc, tout va dépendre des caractéristiques. Mais de façon générale, on voit que les SCPD vont tendre à augmenter en termes de nombre au cours de l'évolution de la maladie. Mais il y a quand même certains d'entre eux, là, certains SCPD, où on va dire qu'ils pourraient être un prodrome, donc même apparaître avant les troubles neurocognitifs. On pense notamment à la dépression, où certaines études là, qui ont montré que l'incidence de dépression, surtout à un âge tardif, pourrait être un signe précurseur à l'évolution de troubles neurocognitifs. Donc, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que, comme je vous dis, les SCPD, ça va se présenter à peu près dans tous les troubles neurocognitifs, comme vous le voyez ici, puis dépendre aussi, va augmenter en nombre au cours de l'évolution des troubles neurocognitifs. Par contre, un aspect qui est important à tenir compte, c'est que selon les types de troubles neurocognitifs, il va y avoir des caractéristiques plus particulières par rapport au SCPD. Juste un exemple assez simple, juste penser à la démence frontotemporale où votre patient va avoir tendance à être plus désinhibé, peut se montrer davantage impulsif, alors que dans la démence à la corde de l'aiguille, par exemple, vous allez voir une plus forte prévalence d'hallucinations visuelles, ce qui est tout à fait normal puisque ça fait partie aussi des critères et des symptômes là, de la maladie. Mais dans l'ensemble, ce qu'on veut retenir en gros, c'est que peu importe le type de trouble neurocognitif, tous vont présenter un certain nombre de SCPD, mais qui peuvent avoir des particularités selon les types de troubles neurocognitifs. C'est quoi les impacts des SCPD à la fois pour l'entourage, pour la personne, mais aussi les proches aidants? Donc, on voit que pour la personne qui présente des troubles neurocognitifs, on voit même que cette présence de SCPD augmente les pertes cognitives. Il y a une augmentation du risque d'utilisation des contentions physiques, voire chimiques, hein, avec de la médication, par exemple. Il y a une augmentation du risque de mortalité également. Il y a aussi une augmentation du risque d'hospitalisation et d'institutionnalisation. Ça a un impact à la fois sur la personne, évidemment, qui est placée, mais pensez aussi aux proches aidants qui peuvent être confrontés à la décision du placement. Des fois, la décision va se faire consciemment ou des fois plus précipitée dans un contexte d'urgence. Il y a une augmentation aussi du risque de détresse psychologique, notamment beaucoup plus de symptômes anxieux et dépressifs chez la personne proche aidante quand on est en présence de SCPD. Et il y a aussi une augmentation des coûts, une diminution de la qualité de vie de part et d'autre, hein, à la fois pour l'aider que pour le proche aidant. Donc, sans rentrer dans les détails, là, pour ceux qui connaissent bien les équipes SCPD, il y a une trajectoire de service là, qui est possible pour venir en aide, soutenir les personnes qui présentent des SCPD. Par contre, aujourd'hui, c'est là où on veut vous amener à travers cette trajectoire-là. Quelle place on va donner aux proches aidants, puis comment faire pour les soutenir à travers tout ce parcours de service, puis d'évaluation et d'intervention. Donc, nos fameux proches aidants, qui sont-ils? Combien sont-ils? Donc, je vous ramène ici à la définition là, du ministère de la Santé et des Services sociaux qui, vous savez, là, s'est beaucoup penché sur la réalité des proches aidants, a mis en place une politique, donc vraiment qui est allée souligner et reconnaître nationalement le rôle du proche aidant. Donc, rapidement,
toute personne qui apporte un soutien à un ou plusieurs membres de son entourage qui présente une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, avec qui elle partage un lien affectif. Évidemment, le soutien peut être soit continu ou occasionnel et il n'est pas offert à titre professionnel. Hein. C'est vraiment ça qui distingue le proche aidant de l'intervenant principalement. Et l'objectif est aussi de favoriser le rétablissement de la personne aidée ou en tout cas, à tout le moins, son maintien, voire améliorer sa qualité de vie à domicile ou dans d'autres milieux de vie. Hein. Le proche aidant ne va pas conserver son rôle de proche aidant seulement lorsqu'il vient en aide à la personne aidée à domicile. Hein. C'est quelque chose qui se poursuit dans les différents milieux, même en CHSLD. On estime, selon certaines données, qu'on compte environ 21% de proches aidants au Québec. Les dernières données peut-être montrent presque 25%. Tout dépend d'où l'étude a été réalisée. La plus grande majorité va être âgée de 45-64 ans, pour le tiers d'entre eux environ, et 20% va être âgé de 65 ans et plus. On compte davantage de femmes proches aidantes que d'hommes. On regarde la situation plus spécifique des proches aidants venant en aide à quelqu'un qui présente des troubles neurocognitifs, mais on estime que leur prévalence est d'environ 1 Canadien sur 5. Et la grande majorité, 2 tiers d'entre eux, vont rapporter un sentiment d'isolement en lien avec leur rôle de proche aidant, parce que vous pouvez l'imaginer, la personne qui l'aider va perdre progressivement ses capacités cognitives. Donc, ça va chambouler le niveau relationnel, les capacités de communication aussi de la personne. Donc, ils vont venir vraiment dans un contexte de deuil blanc. Certains proches aidants vont même, dans cette étude-là de la Société Alzheimer du Canada, 41% des proches aidants qui venaient en aide à une personne qui a des troubles neurocognitifs estimaient qu'ils auraient une meilleure vie s'ils ne prenaient pas soin de leurs proches. Et 1 Canadien sur 5 proches aidants soutenaient se sentir embarrassés par leurs proches dont ils prenaient soin par moment. Donc, ça peut être bousculant là, de lire ces statistiques-là, mais ça souligne tout le fardeau qu'ils peuvent ressentir, ces proches aidants-là, qui sont confrontés au quotidien là, à différentes difficultés. Si on vous ramène à la notion de sentiment de fardeau, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu là, quand il est question du proche aidant. Et les travaux d'Arcan et Brissette apportent vraiment quelque chose d'éclairant à ce sujet-là. Il y a 2 grands types de fardeaux qui vont être identifiés. D'abord, le fardeau objectif. C'est le fardeau qu'on va être capable de mesurer en temps, en tâches, en ressources qui est nécessaire auprès de l'aider. Passer, par exemple, est-ce que la personne doit faire les repas? Est-ce qu'elle doit faire les soins d'hygiène pour la personne aidée? Est-ce qu'elle doit l'accompagner, faire l'organisation des rendez-vous médicaux, l'accompagnement? Est-ce qu'elle a des ressources qui sont disponibles, par exemple au CLSC, tout ça? Et c'est quoi le temps qu'elle consacre aux soins? Est-ce que c'est quotidien, quelques heures par semaine ou quelques heures par mois? Tout ça va être variable d'un proche aidant à l'autre. Donc, ça se mesure en temps et en tâches réalisées par l'aidé. Il est influencé par les caractéristiques de l'aidé. Vous imaginez que plus la personne est en perte d'autonomie, plus les tâches vont augmenter, le temps consacré également. L'autre aspect qui est important d'examiner quand on parle du sentiment de fardeau, c'est le fardeau subjectif. C'est vraiment pas tant en tâches ni en temps consacré, mais plutôt en perception que le proche aidant va avoir par rapport à sa situation. Donc, la définition est réaction émotionnelle du proche aidant par rapport à sa situation, à la perception de son rôle. Et ce que Arcan et Brissette soulignent, ce ne serait pas tant
les conditions objectives du rôle d'aidant, mais plutôt la perception de ces conditions qui entrent en ligne de compte dans le risque d'épuisement. Donc, c'est vraiment un aspect qui est important à aller examiner là, avec nos proches aidants. Donc, évidemment, on veut voir c'est quoi les tâches, les choses qu'ils ont à faire concrètement, mais on va beaucoup examiner leurs sentiments de perception parce que ça, vous pouvez facilement vous l'imaginer. Tout ça va varier d'un proche aidant à l'autre. Certains vont se sentir très à l'aise dans des situations plus difficiles, vont réussir à quand même se ressourcer, à trouver de l'aide ou à cultiver une certaine distance par rapport à certains événements difficiles, alors que pour d'autres qui pourraient vivre peut-être des situations un peu moins intenses qu'un autre proche aidant, pourraient être quand même beaucoup envahis et ressentir un grand sentiment d'épuisement. Donc, c'est vraiment la perception qui importe de regarder. Si on regarde au niveau des facteurs qui vont influencer le fardeau, le sentiment de fardeau subjectif, on va regarder notamment les ressources disponibles de la personne pour affronter ces situations de stress. Hein. C'est quoi ses capacités d'adaptation antérieures, ses expériences de vie, quand les mécanismes antérieurs d'adaptation pouvaient être plus ou moins bien adaptés, on peut s'imaginer que dans son rôle de proche aidant, mais la gestion du stress va demeurer un défi, notamment. La nature et la qualité de la relation antérieure à la maladie entre la personne aidée et le proche aidant va jouer aussi sur le sentiment de fardeau subjectif. Juste penser, par exemple, à un couple dont il y aurait eu plusieurs conflits conjugaux au cours de la vie, un désir de séparation, mais qui n'a jamais abouti. Ça peut être particulièrement difficile, confrontant de venir prendre soin de son conjoint quand, par exemple, la relation amoureuse n'était pas optimale. On va regarder aussi d'autres facteurs qui vont influencer le sentiment de fardeau. C'est aussi la qualité et l'intensité du soutien social autour hein, de l'entourage, de la diade, en fait. Est-ce que la personne a des gens sur qui se reposer, se confier, passer le flambeau? Il y a une illustration du parcours du proche aidant hein, en gris au-dessus des flèches. Vous voyez en fait le parcours de l'aidé hein, qui réfère tout à eux. Il va vivre par exemple l'annonce du diagnostic, l'évolution des troubles cognitifs. Il va éventuellement perdre de son autonomie, peut par moment, pas tous, mais devoir vivre une relocalisation est ultimement à vivre une fin de vie. Pour le parcours du proche aidant, il va évoluer un peu selon le parcours de l'aidé. Donc, lui aussi va avoir des étapes ou des phases à traverser, que ce soit l'acceptation, l'adaptation par rapport à la maladie ou à l'annonce du diagnostic. Il va vivre à travers l'évolution des troubles neurocognitifs beaucoup de deuil blanc. En fait, un deuil blanc où on va voir la personne se transformer, perdre petit à petit ses habiletés, les interactions avec l'autre vont être différentes aussi. Ils peuvent même avoir l'impression que la personne n'est plus la même. Hein. Pour certains troubles neurocognitifs, par exemple, si on pense à la démence frontotemporale, certains proches aidants vont nous parler comment ils ne reconnaissent plus que leurs proches, qui ont l'impression qu'elles ont changé de personnalité. Il peut y arriver au cours de ce parcours-là, dans le contexte de leur rôle de proche aidant, un sentiment d'épuisement, un sentiment de fardeau ressenti. Il peut être confronté à prendre des décisions difficiles qui peut générer aussi de la culpabilité. Pensez notamment aux décisions reliées aux soins, décisions par rapport à l'hébergement. Et à travers tout ça, il y a le deuil blanc et lors du décès, il y a le processus de deuil aussi qui va être enclenché. Donc, grossièrement, c'est un peu le parcours du proche aidant auprès d'une personne là, qui a des troubles neurocognitifs. Quand on tient compte des SCPD, bien, à l'exception
des symptômes d'euphorie là, que je vous ai mis en vert pâle, la présence d'un ou plusieurs SCPD va prédire la détresse psychologique chez un proche aidant. Donc, c'est vraiment leur présence là, va être un facteur qui va contribuer au niveau de détresse psychologique du proche aidant, puis particulièrement ceux que je vous ai mis plus en gras, là, comme par exemple délire, dépression, anxiété, apathie, irritabilité, ça, ce sont vraiment des symptômes qui vont jouer beaucoup pour le proche aidant. Au niveau des facteurs reliés au SCPD qui va aussi contribuer au niveau de détresse, ben, le nombre, hein, vous pouvez facilement vous imaginer que plus les SCPD sont nombreux, plus la détresse du proche aidant a tendance à augmenter et aussi l'intensité des SCPD. Si vous, par exemple, on voit que la personne que l'aidé présente des hallucinations visuelles récurrentes, très envahissantes, quotidiennes, mais ça peut être particulièrement difficile pour le proche aidant à gérer cette situation-là versus des hallucinations qui pourraient survenir ponctuellement là, au cours de la maladie. Une autre étude intéressante a aussi démontré que c'est pas tant, on peut penser que c'est l'évolution du trouble neurocognitif qui va influencer sur le sentiment de fardeau, prédire la détresse associée au sentiment, au fardeau ressenti. Mais en fait, l'étude a démontré que c'est plutôt l'évolution des SCPD, la présence des SCPD qui va influencer l'incidence de la détresse là, au cours de l'évolution de la maladie. Il y a d'autres caractéristiques aussi qui vont jouer en ligne de compte sur le sentiment de fardeau ressenti, notamment être une femme, venir en aide à son conjoint ou sa conjointe, là, quand on est dans une situation de diade conjugale, vivre avec l'aidé ou est aussi contributeur au sentiment de fardeau, un plus grand sentiment de fardeau et avoir des situations financières plus limitées. On regarde au niveau des caractéristiques liées au proche aidant, bien, là encore, les traits de personnalité, avoir tendance à vivre une forte expression émotionnelle, avoir une faible estime de soi dans son rôle de proche aidant, tout ça va contribuer à l'augmentation d'un plus grand risque de détresse. Aussi, au niveau des stratégies d'adaptation, si la personne a tendance à aller plus dans la confrontation ou encore dans l'évitement, mais ça peut être beaucoup plus difficile pour ces proches aidants-là de s'adapter au processus d'évolution des troubles neurocognitifs et donc à s'adapter dans leur rôle de proche aidant. Si on regarde aussi au niveau de l'aider, bien là, vous aurez compris tantôt là, quand je vous présentais les caractéristiques des SCPD selon les troubles neurocognitifs, bien, il y a ces caractéristiques-là, selon les types de troubles neurocognitifs, bien, ça va jouer sur le sentiment de fardeau ressenti. Pensez par exemple simplement, encore une fois, à la démence frontotemporale, où on voit que pour les proches aidants qui sont confrontés avec ce type de trouble neurocognitif-là, ça peut être très, très, très confrontant par moment. Aussi, les caractéristiques, comme on l'a vu, là, des SCPD va jouer aussi sur le sentiment de fardeau, que ce soit leur type, hein, ou encore les variables plus en termes de nombre et d'intensité des SCPD. Il y a d'autres variables, puis ça, je voulais vous amener à plus à garder ça en tête, là, parce que c'est des choses auxquelles notre équipe, on a des discussions sur ces éléments-là, mais je n'aurai pas le temps de m'y attarder davantage, mais gardez en tête que tout ce qui est valeurs personnelles, culturelles, les relations familiales au sein du système auquel on va travailler, la perception de leur rôle de proche aidant va jouer beaucoup aussi sur leur sentiment de fardeau chez les proches aidants. J'avais l'impression que j'avais sauté une acétate, mais tout va bien. Donc,
dans la section mot à mot, je voulais un peu vous amener à ce que nous, on a pu observer là, au cours de nos pratiques là, auprès des proches aidants. Donc, c'est vraiment des récits, des observations, des enjeux cliniques au sein de l'équipe SCPD auxquels on a été confrontés auprès des proches aidants. Donc, dans les enjeux cliniques observés, parfois, il nous arrive de voir que les proches aidants ont une connaissance limitée en lien avec la maladie et ses manifestations cliniques. Nous, comme équipe SCPD, le diagnostic a souvent été posé il y a quelques années du trouble neurocognitif, mais ça ne veut pas dire que le proche aidant ni l'entourage a bien intégré toutes les caractéristiques, nuances du trouble neurocognitif dont souffrent leurs proches. Donc, par exemple, il nous est déjà arrivé d'entendre, elle ne veut rien comprendre de sa maladie. Pourriez-vous lui expliquer clairement? Peut-être qu'avec vous, ça sera différent. Malgré tout ce que je fais, rien n'y fait. Elle est toujours malheureuse, elle est toujours malade. Donc, c'est des phrases qui, parfois, nous sont dites rapidement au cours d'un suivi, mais qui portent un sens et qui sont importantes de s'y attarder parce que ça va nous permettre de nous éveiller sur certaines interventions. On peut voir aussi des méconnaissances liées au SCPD ou aux approches à privilégier. Par exemple, certains proches qui peuvent nous dire « Je n'arrête pas de me répéter, il me pose sans cesse la même question. Il me suit partout. Il est complètement… » Là, je ne vois pas ma phrase, mais peut-être que vous le voyez. Là, il est complètement fou, il a perdu la tête. On peut voir aussi des stratégies d'approche qui sont plus inadaptées avec l'aidé, hein, qui peuvent pour nous paraître inadaptées, mais pour la diade, là, faire partie des fois de leur histoire relationnelle. Par exemple, un proche aidant qui va faire annoncer une menace. Hein. Tu dois me comprendre, me laisser me reposer, sinon, tu le sais, là, je vais devoir te placer. Certains proches aidants vont avoir tendance à aller chercher de la validation auprès de l'aidé, de leur entourage ou même d'intervenants. Montrez-moi des trucs, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui faire comprendre, lui expliquer comment je me sens quand il réagit comme ça. Certains vont même user de la confrontation. Je ne la reconnais même plus, elle est tellement sale, mais elle refuse une douche. J'ai pris une photo d'elle pensant la faire réagir, mais elle ne s'est même pas reconnue. Il peut y avoir certaines entraves possibles dans le processus d'intervention qui sont proposées. Par exemple, certains proches aidants peuvent avoir tendance à rejeter les interventions qu'on va proposer. Ça ne sert à rien d'essayer, ils refusent tout, c'est trop tard. Ils n'aiment plus rien. Rien fonctionne de toute façon. Pourquoi tenter une médication? Ça ne changera rien à la maladie, ça ne la guérira jamais. Certains vont invalider nos interventions. Vous avez tort, ça ne sert à rien de l'occuper. Elle ne peut plus rien faire. Vous l'infantilisez avec tous vos jeux, ça ne change rien à sa maladie. Ou encore, quand on peut parler de mensonges blancs, de diversion, certains peuvent réagir, dire « Vous me dites de lui mentir? » Donc, quoi faire après, une fois qu'on a pris conscience de ces enjeux-là auprès du proche aidant? Donc, on a certaines stratégies aidantes qu'on a tenté de vous regrouper là, pour alimenter votre réflexion. Et ces stratégies-là sont assurées par l'ensemble des membres de l'équipe qui vont venir en aide là, à la personne qui présente des SCPD et donc de l'entourage également. C'est important d'inclure les proches aidants dans le processus d'évaluation et d'intervention. Et ça, c'est un aspect qui, dans notre équipe, on fait le plus souvent dès le départ. On veut demeurer à leur écoute, normaliser leur vécu. On n'est pas là pour les juger, évidemment. On veut explorer leur compréhension parce qu'à partir des extraits que je vous ai donnés, on voit qu'il peut y avoir des mésinterprétations ou une mauvaise compréhension de ce qui se passe réellement.
On veut aussi préciser leurs besoins et leurs attentes par rapport à notre implication, puis recadrer certaines de leurs croyances, hein. Par exemple, peut-être ça vous est déjà arrivé de recadrer avec eux la fréquence des soins d'hygiène ou, par exemple, leur conjoint ou leur conjointe avait tendance dans sa vie à prendre une douche tous les jours, mais peut-être que cette même personne au cours de la maladie va pas avoir les mêmes besoins en termes de fréquence de soins d'hygiène ou même accepter cette même fréquence de soins. Utiliser leur vocabulaire, c'est un aspect vraiment, vraiment aidant dans nos stratégies, là, de partir de leur compréhension pour ensuite aller la bonifier. Reconnaître et valider leur deuil blanc, hein, donc c'est important dans ce processus-là de parler du concept de deuil blanc parce que leur réaction va aussi faire part de leur processus, de leur vécu. Plusieurs proches aidants ne sont pas nécessairement conscients de ce processus de deuil-là qui se passe en eux. Et évidemment, on veut obtenir leur accord, leur perception par rapport aux stratégies d'intervention à tenter parce que, ultimement, ces stratégies-là sont là à la fois pour les équipes de soins si elle est présente, mais aussi pour eux. On veut aussi maximiser leur compréhension et leur sentiment de compétence face à leurs proches par rapport aux troubles neurocognitifs et au SCPD. Donc, on va utiliser leur observation, hein? Donc vraiment de partir de ce qu'ils observent concrètement auprès de l'aider, les soutenir dans leur désir de demeurer présent pour leurs proches, puis optimiser leur stratégie de communication avec l'aider. Par exemple, en abordant la notion de communication émotionnelle. Des fois, la communication telle qu'ils l'ont connue, hein. J'ai un couple, par exemple, actuellement, que je suis la proche aidante, et ils avaient une relation de communication basée sur une communication authentique. Chacun avait tendance à se dévoiler à l'autre, à parler des émotions, mais malheureusement, le conjoint n'a plus ces habiletés de communication-là à cause de son trouble neurocognitif. Donc, c'est important de les rattacher à d'autres manières de communiquer et d'aborder notamment la communication émotionnelle. Utiliser le modeling, hein, de faire vivre des succès aux proches aidants, notamment en pratiquant certaines des interventions qu'on fait avec eux et les outiller dans des approches concrètes qui permettent de répondre à leurs besoins. On veut aussi agir comme vecteur mobilisateur entre les équipes de soins et le proche aidant. En gros, ça peut nous arriver d'avoir à jouer un certain rôle de médiateur là, pour rallier les différents parties, notamment quand certaines compréhensions peuvent diverger sur la situation auprès de l'aidé. Si on regarde aussi au niveau de ce que vivent le proche aidant, hein, on vous a extrait certaines de leurs phrases, mais on peut parler aussi du sentiment de fardeau. On ne passe pas à côté de certains enjeux psychologiques qui peuvent être observés, hein, plus proche auprès du proche aidant. Ces aspects-là, on va le travailler pour notre part au sein de l'équipe plus par les psychologues. Donc, par exemple, on peut voir la notion d'épuisement, de détresse psychologique, une expression émotionnelle intense par rapport à leur situation de proche aidant. Par exemple, il me met à bout, j'ai perdu le contrôle, je me suis mis en colère contre lui. Je ne savais plus quoi faire, je change constamment d'avis, je me remets en doute. Dites-moi ce que je devrais faire. J'aimerais mieux partir, ne plus me réveiller, ce serait ma seule libération. Fait que vous voyez que la charge émotionnelle est très lourde par moment et que c'est un élément important à adresser. On peut voir aussi, au cours de notre pratique, j'ai observé là, notamment que certains proches aidants ont tendance à fusionner avec la maladie de l'aidé, hein, de par probablement un mécanisme d'adaptation où le proche aidant est là pour l'aider, mais il va progressivement voir à oublier ses propres besoins. Un exemple, c'est qu'une proche aidante me disait « le nous prend toute la place ».
Hein. Elle était plus capable de parler de ce qu'elle vivait avec « je me sens triste », par exemple. Hein, c'est « nous vivons des difficultés ». Certains vont m'exprimer « je fais le deuil de mes rêves ». Je me sens perdue, je ne sais plus ce que je veux. Je vis avec lui comme si j'avais une corde, comme si j'avais perdu ma liberté. Certains vont même exprimer de la culpabilité, du désespoir, de l'impuissance. Hein. La culpabilité, c'est quand même très fréquent chez nos proches aidants. J'aurais dû faire les choses autrement. Je me bats chaque jour dans un combat perdu d'avance. Je dois aller plus vite que la maladie. C'est une course sans cesse. Il y a une persistance des comportements inadaptés, du rejet, des critiques envers les services ou les intervenants que nous, on peut observer. Hein. Par exemple, j'ai tant donné, je dois me sacrifier. Il n'y a que moi qui peux faire les soins, je ne vais pas l'abandonner. Donc, on peut voir que à ce moment-là, les adaptations ou l'application des recommandations peuvent être plus difficiles. Au niveau des stratégies psychologiques, là, on rentre plus dans ce cas-là quand on voit que la détresse ou l'ampleur du sentiment de fardeau va jouer une entrave dans le processus d'intervention, mais on va offrir un suivi avec une psychologue en psychothérapie au sein de l'équipe. Donc, évidemment, il y a une évaluation psychologique qui est associée au rôle de proche aidant et des facteurs pouvant contribuer aux difficultés. Hein. Je vous en ai nommé certains, notamment, qu'on va aller examiner. Donc, le fardeau ressenti. Est-ce qu'on est en présence de symptômes dépressifs, anxieux? C'est quoi leur perception liée à leur rôle? Aussi, un aspect qui est fort intéressant à aller explorer, c'est quoi les promesses que vous avez faites à la personne dont vous venez en aide? Est-ce qu'on peut explorer aussi au niveau des enjeux liés aux valeurs personnelles, culturelles? C'est quoi le niveau de culpabilité ressenti? Puis on va également explorer au niveau des antécédents psychologiques, des éléments de trait de personnalité, notamment comment ils se sont adaptés au cours de leur vie dans des situations plus difficiles. Au niveau des antécédents psychologiques, il n'est pas rare de voir, par exemple, des personnes qui avaient tendance à vivre beaucoup d'anxiété au cours de leur vie. Par exemple, pensez aux troubles d'anxiété généralisés. Dans leur rôle de proche aidant, ce trouble-là anxieux peut prendre davantage d'ampleur et être plus difficile à gérer. Ils peuvent constituer des entraves, là, notamment parce qu'ils vont avoir besoin davantage de ressentir de contrôle, vont être plus inquiets par rapport à la situation de leurs proches. Donc, ça peut être difficile là, lorsqu'on vient en aide, là, quand on veut inclure différents services auprès des proches aidants là, qui pourraient présenter des caractéristiques plus anxieuses. Donc, une des interventions un des objectifs, en fait, qu'on va viser au suivi là, en psychothérapie, c'est de les aider à mieux comprendre ce qu'ils sont en train de vivre, puis de progressivement les recentrer sur eux. Hein. Un peu, comme je vous disais, par moment, on voit que le proche aidant a vraiment fusionné avec la maladie de l'aider et a oublié tous ses besoins, tous ses désirs, ses émotions, même plus tendance à être capable de voir qu'est-ce que je suis en train de ressentir moi actuellement. Donc, il y a différentes interventions psychologiques qui sont aidantes. Je ne peux pas vous en nommer une clé particulièrement, mais dans ma pratique, j'utilise différentes stratégies, notamment tout ce qui est les interventions liées aux thérapies cognitivo-comportementales. On pourrait voir aussi à inclure l'activation comportementale dans certains cas. J'utilise aussi certains concepts liés aux thérapies d'acceptation et d'engagement. Tout ce qui est stratégie de gestion de l'anxiété est aussi des éléments très aidants là, auprès des proches aidants. Et évidemment, explorer beaucoup là, le sentiment de culpabilité ressenti, le deuil blanc. L'objectif de tout ça est en fait de les guider vers l'atteinte de nouvelles stratégies plus adaptées, diminuer leurs symptômes de détresse associés à leur rôle de proche aidant, donc diminuer leur fardeau ressenti et d'optimiser leur sentiment de compétence par rapport à leur rôle et à leur désir d'être présent pour leurs proches.
Ça ne veut pas dire évidemment qu'on va pousser vers un hébergement, c'est vraiment de voir pour eux qu'est-ce qui est possible de mettre en place pour qu'ils puissent prendre soin d'eux et de la personne aidée, mais d'être plus conscients aussi de leur vécu émotionnel. Donc, c'est quoi les avantages et les défis de l'approche collaborative auprès des proches aidants? Mais ce qu'on a observé au sein de notre équipe, c'est que ça permettait de contribuer à diminuer les résistances, hein, parce que tout le monde va travailler dans le même sens, les équipes de soins, le proche aidant, nous comme équipe de deuxième ligne. Ça va souvent favoriser une meilleure compréhension des troubles neurocognitifs et des SCPD. Ça va contribuer aussi au maintien souvent au maintien dans le milieu de vie et ça accroît le sentiment de compétence du proche aidant ou assure une pérennité des approches enseignées. Dans les défis, parfois, on peut être confronté au manque de motivation du proche aidant, hein, une difficulté pour lui de se mobiliser. Particulièrement si la détresse est trop grande, à ce moment-là, ça peut être plus difficile d'inclure des nouvelles stratégies. On peut être confronté à du scepticisme, voire du rejet qui va persister, une indisponibilité du proche aidant, soit en termes de temps ou émotionnellement. Puis ça, c'est des signes, en fait, quand ces défis-là se présentent, que ça peut être un signe d'aller voir vers une consultation pour un soutien psychologique. Puis l'autre défi qu'on est confronté, c'est d'avoir accès aux services psychologiques au bon moment. Hein. Quand on voit que la personne exprime une détresse, on n'est pas malheureusement, des fois, il peut y avoir des temps d'attente qui fait que le moment opportun, on ne l'a pas eu à ce moment-là. C'est aussi important de se rappeler des ressources autour, des partenaires qui peuvent nous aider dans notre rôle de collaboration avec les proches aidants. Pensez par exemple évidemment au CLSC, aux Sociétés Alzheimer, à la Proche Aidance Québec, hein, l'appui aussi, le Baluchon, Maison Gilles Carle. Il y a des nouveaux programmes aussi au sein de l'équipe qu'on a été appelés à établir des partenariats, notamment le programme Famille choisie, hein, qui est de la Fondation Émergence pour les proches aidants LGBT. Donc, ça, c'est tous des alliés, en fait, qui vont nous aider à optimiser nos interventions et favoriser une meilleure collaboration avec les proches aidants selon les différentes situations auxquelles ils vont être confrontés. Pour poursuivre votre réflexion, je vous recommande fortement, là, si vous avez à intervenir auprès des proches aidants, les livres de Michel Arcan et Lorraine Brissette, Accompagner les proches aidants, guide à l'intervention des intervenants psychosociaux, qui ont été publiés il y a quelques années, et tout récemment, le guide de survie des proches aidants, là, qui peut être très intéressant si vous intervenez auprès des proches aidants, de suggérer certains passages ou même la lecture de ce guide-là qui est très, très bien vulgarisé. Donc voilà, je serais prête à passer à la période de questions si vous en avez, évidemment. Oui, Laurence, de ta présentation, vraiment très complet. Il est moins quart. Tu as même respecté les temps. Donc, on a 15 minutes. C'est pas pire. On aura 15 minutes là, pour vos questions. Juste avant, je vous partage dans le clavardage le sondage de satisfaction. C'est toujours important pour nous d'avoir vos commentaires. On transfère aussi les commentaires à notre conférencière. Donc, ça nous aide. C'est important. Hein? Merci de prendre quelques minutes pour faire ça. Il y a eu quand même là, quelques questions dans le clavardage. Avant de passer la parole à tout le monde, il y a quand même, je ne sais pas si on a avec nous là, quelques coordonnateurs en proche aidance. Il y a quelque chose dont tu as parlé là, au niveau de l'évaluation du fardeau de la personne proche aidante qui quand même m'a mis la puce à l'oreille. Je ne sais pas si un jour on pourra réagir par rapport à ça, mais que finalement pour pouvoir avoir une collaboration, il faut bien comprendre et bien évaluer le besoin et les fardeaux. Et pour faire un plan d'accompagnement, probablement aussi pour cette personne-là. Donc, on dirait que, je ne sais pas, là, je pense à l'outil Zarit, je pense à plein de choses qui pourraient être utilisées pour finalement évaluer ce fardeau-là. Peut-être un jour, tu pourras nous en glisser un mot.
Oui, Alors, certainement. Il y a des outils, oui, l'échelle de Zarit, c'est une échelle que nous, on utilise notamment là, pour évaluer le fardeau ressenti. Mhm. mm, ben, ce serait très intéressant un jour de pousser plus loin cette Oui. évaluation du fardeau.